J'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Comme vous voyez, je suis encore sur mon smartphone. Donc voilà, hein, on ne perd pas les bonnes habitudes. Écoutez, à un moment donné, il y aura bien une mise à jour. Je l'ai peut-être loupé, mais voilà, on garde l'œil en tout cas pour voir s'il y a une mise à jour OBS. En attendant, je vous retrouve sur ce smartphone. Salut Samuel. Je regarde un petit peu s'il y a des personnes qui arrivent dans le chat. On va laisser le temps un petit peu aux gens d'arriver. Salut Capturer l'instant. Bienvenue à toi. Hop. Bienvenue, bienvenue. Salut Manu. Salut Adrienne. Salut Sedams. Salut Grolb. Bon, bah ça va, ça commence à arriver. Et oui, parce que du coup, comme je stream depuis le smartphone, vous n'avez pas aussi l'accès avant, en fait. Vous n'avez pas la musique d'attente, etc. Donc évidemment, il faut un petit peu de temps pour me rejoindre. Salut Eliav, salut Olek, salut Tup. Tup68, c'est trop mignon. Salut là c'est un peu plus rageux. Salut Tiktakumi, salut Nyarki. Salut Hippomenie. Salut Eric. Voilà, bah écoutez, bonjour à tous. Salut Olivier. Il y a Jérôme qui est également dans la chatroom. Il veille. Je vous propose de commencer tout doucement avec les premières actualités tech de la journée. Et donc on commence avec Reddit qui pour la première fois a partagé le nombre d'utilisateurs actifs par jour sur la plateforme et ça représente 52 millions de personnes. Mais surtout ce qui est très intéressant, c'est la croissance année après année où ce nombre a eu une croissance de 44% année après année depuis l'année précédente, depuis octobre dernier, ce qui est quand même assez impressionnant. Voilà, et ça montre aussi comment Reddit a pu changer, pivoter, en tout cas même dans sa perception, où à l'origine c'était un réseau pour on va pas dire barbu, mais personne qui s'y connaissait vraiment sur Internet, sur des sujets pointus. Et en fait, ça devient de plus en plus accessible, on va dire. On peut trouver n'importe quel type de centre d'intérêt maintenant sur Reddit. Et donc, ça a une image, en tout cas, grand public qui commence à être un peu plus connue. En tout cas, moi, je sais que j'étais pas du tout une utilisatrice Reddit, mais bon, je connaissais des personnes qui l'utilisaient. Et en fait, depuis à peu près un ou 2 ans, j'en entends de plus en plus parler. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu l'évolution. J'ai la notif à l'instant et l'émission est déjà commencée. Je viens, Techni Savoir, pas de panique, je viens juste de commencer le premier article, donc tu n'as pas raté grand-chose. Je parle de Reddit, donc pas de problème. On commence tout doucement. Donc c'est intéressant. Alors après, il faut mettre en perspective avec les autres réseaux sociaux, hein, notamment Twitter par comparaison à 187 millions d'utilisateurs actifs par jour, Snap à 249 millions d'utilisateurs actifs par jour et Facebook à 1,82 milliard d'utilisateurs actifs par jour. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, évidemment, ils sont beaucoup plus larges, mais ils n'ont pas évidemment la croissance que Reddit peut avoir. Donc c'est quand même, du coup, évidemment, plus tu deviens gros, plus la croissance devient difficile. Twitter, par exemple, a signalé une croissance de 29%, une croissance en tout cas de 29% année après année, et Snap a signalé une croissance de 18% par rapport à l'année dernière, tandis que Facebook a annoncé une croissance de 12%. Enfin bon, 12% à l'échelle de Facebook, ça, c'est quand même pas mal du tout, mais en tout cas, c'est intéressant quand même. Reddit, je pense que certains d'entre vous doivent d'ailleurs être sûrement sur Reddit. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous là dans la chatroom qui utilisent Reddit au quotidien, on va dire, ou on va dire au moins une fois par semaine? Je suis assez curieuse. Ouais, JPEG, Franjaro, Patatour, Hippomony, Likimka, Elixir. C'est plutôt rare pour Elixir, d'accord. Iographique au nom, une fois de temps à autre, d'accord. C'est lographique ou iographique? Lographique sûrement.
Je sais pas faire un sondage. Il faut que Jérôme me montre parce que je suis sur le compte là, mais en effet, je sais pas faire un sondage. J'ai vu que Jérôme le faisait hier. Merci, le graphique. Fabrice nous dit oui depuis peu. Ah bah, d'accord, ok, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Je suppose que c'est Jérôme. Donc, merci pour la commande. Utilisez-vous Reddit? Il y en a, Ah, on était sur 50-50. Ouais, là, on est 50-50, oui, non, quoi. En tout cas, ça se suit de près. Il y a un petit peu plus de non, 57%, là, 29%, 29 personnes, 33 personnes ont voté non. Ah, intéressant, intéressant. La tendance vient à confirmer que il y a quand même, ouais, 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 il y a quand même 2 tiers des personnes qui n'utilisent pas Reddit hein, dans la chatroom. Bon, en tout cas, voilà, qui n'utilisent pas Reddit. Moi, j'avais posé la question au quotidien, mais c'est un peu compliqué, donc qui n'utilisent pas du tout Reddit. Donc ouais, c'est assez intéressant. Hein. Il y a quand même 2 tiers. Bah moi, je vais voter. Je vais dire non. Hop. Voilà. Je, Ah non, c'est Samuel. Merci, merci Samuel pour la réactivité. Euh, je ne sais pas si c'est oui ou non, vu la rareté, je vote pas. Oui, bah pareil, pareil Alixir, en fait, j'ai voté moi, mais j'ai l'application d'installer, j'y vais, mais c'est plus pour le boulot que j'y vais que pour l'utilisation de Reddit. Donc, du coup, c'est pas un vrai usage. Donc, ça compte pas vraiment, donc j'ai dit non. Voilà. Comme quoi, les bots sont plus rapides. L'accès n'est pas des plus intuitifs. Et pourtant, Hippomoney, je trouve qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Moi, je sais que l'application mobile m'a un peu, pas converti, mais j'ai trouvé plus facilement des centres d'intérêt, des groupes à suivre, etc. Euh, donc, quand tu trouves pas une réponse à une question, Reddit l'a souvent, oui, Oxymore. C'est vrai que j'utilise Reddit plus pour ce genre de choses, c'est-à-dire quand je fais une recherche Google sur un problème technique que j'ai, souvent j'atterris sur Reddit, notamment OBS. Les questions de problèmes OBS, je sais que j'avais atterri sur un thread Reddit, mais voilà, je ne l'utilise pas au quotidien, quoi. J'y atterris par hasard. Après, il y a plusieurs façons d'utiliser. Perso, j'y vais pour trouver des photos ou des fan art. Oui, Fabrice, exactement. En fait, c'est vraiment une plateforme où partager tes centres d'intérêt enfin, tu peux avoir différents groupes et les groupes peuvent avoir des contenus complètement différents. C'est vraiment juste un groupe de personnes qui va se retrouver sur un centre d'intérêt commun. Et donc ça peut être, voilà, il peut y avoir du contenu vraiment, vraiment très varié. Mais c'est assez intéressant parce que quand même, ce qu'il faut noter, qu'est-ce qui a potentiellement boosté la croissance de Reddit dernièrement? C'est déjà l'année dernière, la société avait annoncé qu'elle avait 430 millions d'utilisateurs par mois et que c'était une croissance de 30% par rapport à l'année précédente. Et c'est vrai qu'avant, elle communiquait ces nombres par utilisateur mensuel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a pu déclencher cette croissance notamment en 2018, événement marquant quand même, il y a eu un redesign hein, de Reddit qui l'a rendu potentiellement plus accessible, plus visible, plus identifiable et plus facilement utilisable. Hein. Cette année, ils ont utilisé aussi, ils ont ajouté aussi des fonctionnalités plutôt communauté, hein, notamment la possibilité de faire des galeries, des sondages, etc. Donc là aussi pour faciliter l'interaction sur ces groupes. Et également, la société a pris des mesures un peu plus drastiques pour s'attaquer aux communautés problématiques, ce qui est aussi du coup un des problèmes sur ce genre de plateforme. Hein. On l'a sur Facebook, Twitter, etc. C'est comment s'assurer que le contenu et en tout cas l'ambiance générale de la plateforme soit positive, favorable à un respect des opinions de chacun, voilà, dans la bonne entente. Ça, c'est vraiment une vraie problématique réseau social du moment où on laisse les utilisateurs générer du contenu.
et avoir les clés de la plateforme, ce qui est un peu le principe de Reddit, c'est que vous avez les clés de la plateforme, vous en faites ce que vous voulez et vous postez ce que vous souhaitez en fonction des règles des groupes dans lesquels vous faites partie, mais vous pouvez créer votre propre groupe. Et donc voilà, tout le but c'est aussi de rendre la plateforme plus accueillante, plus facile d'accès et aussi plus séduisante pour la publicité. Voilà, il ne faut pas non plus être naïf là-dessus. C'est également pour la publicité, pour générer du revenu. Voilà. Gukivea nous dit qu'elle utilise un peu aussi. Oui, ça progresse, mais c'est pas ultra friendly. Moriarty, voilà, enfin, je suis pas en train de donner un jugement personnel sur le service, mais en tout cas, il y a quand même eu un sacré changement ces dernières années sur Reddit et sa facilité d'accès. Alors, c'est peut-être pas suffisant, voilà, je vous laisse juge. Je pense que le sondage montre un petit peu justement où on en est par rapport à ça, en tout cas dans la chatroom, ça donne une image en tout cas dans la chatroom assez intéressante. Mais voilà. Il y a une bonne communauté française ou c'est que de l'anglais? C'est une bonne question, Néo. C'est une bonne question. Il doit y avoir des groupes en français, mais c'est vrai que moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu parce qu'en plus au quotidien, je travaille en anglais, donc je vais chercher naturellement du contenu anglais. Majoritairement anglais, mais on trouve quelques subreddits en français. Merci Bécris pour ta réponse. Merci Toloud pour ton abonnement Prime, deuxième mois d'abonnement. Merci à toi de nous soutenir. C'est la même proportion qui est en PLS de passer de YouTube à Twitch, alors traîner sur Reddit. Bon point, Olek. Bon point, bon point. Voilà, en tout cas, oui, tu peux voir l'annuaire justement sur l'adresse r/France. Tu pourras trouver aussi la liste ou r/annuaire. Annuanir, je suppose que tu veux dire annuaire, j'en sais rien. Reste rare dans les suggestions le français. Ouais, moi c'est ce que j'avais plutôt vu aussi. C'est ça, c'est annuaire. Voilà en tout cas pour Reddit, c'est intéressant. Alors la croissance, vraiment le point à retenir, c'est la croissance année après année qui est assez importante, surtout que dans un contexte où le lien social est de plus en plus ténu en présentiel, puisqu'on a de moins en moins l'opportunité d'aller au boulot. Enfin moi je veux dire, j'en suis à mon deuxième confinement, j'ai pas vu mes collègues depuis un mois. Il me manque, même si évidemment on se voit en appel vidéo, etc. C'est quand même pas la même chose. Il n'y a pas ces rencontres informelles. Et donc du coup, on va se tourner vers des outils qui nous permettent de retrouver ce lien social. Alors c'est vrai que moi, au travail, j'utilise Slack. On en parlera justement juste après. Mais voilà, c'est vrai que partager des centres d'intérêt, des sujets, échanger en ligne, ça fait partie, en tout cas échanger tout court, ça fait partie de nos activités quotidiennes. Et du coup, comme on n'a pas l'occasion de le faire dans la vraie vie, on trouve d'autres moyens. Moi, par exemple, comme je vous dis, je travaille depuis chez moi, je vis seule, et donc du coup, je n'ai pas grand monde à qui parler. Et donc c'est vrai que je vais me tourner naturellement un peu vers les plateformes de réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se dit, les discussions actuelles, etc. En tout cas, voilà, c'est intéressant pour Reddit à suivre en termes de croissance. La grosse news du jour, de la journée du jour à retenir, c'est le rachat de Slack. Et oui, ça y est, la petite boîte indépendante avec son service de messagerie, en tout cas son software, son logiciel de messagerie qui a eu un énorme succès, notamment chez les entreprises, qui avait commencé à l'origine dans une boîte de jeux vidéo, qui avait créé justement cet outil de communication pour mieux communiquer entre joueurs sur le jeu, et finalement le jeu a fait flop, mais l'outil de chat lui a explosé, et donc Slack qu'on avait suivi de près s'est fait racheter par Salesforce.
Et oui, ça y est, par le géant Salesforce pour le prix de 27,7 milliards de dollars. Donc, coquette somme quand même. Coquette somme. Donc Slack va prendre nos données pour nous coller de la pub. Technisavoir, il faut se poser la question, c'est quoi le modèle de Salesforce? Oh là là, mais je vous sens crispé sur le modèle publicitaire là dans la chatroom. Tout de suite on parle de rachat, c'est tout de suite pub. Non, pas forcément. Il faut décorréler l'un et l'autre. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est quand même une belle vente. C'est vrai qu'on avait eu déjà des rumeurs la semaine prochaine, mais en tout cas, ça y est, c'est confirmé. Et voilà. Et a priori, Salesforce et Slack sont évidemment aux anges. Et ils vont se tourner justement pour façonner ces logiciels d'entreprise et transformer la manière dont les gens travaillent au quotidien, justement pour permettre plus de flexibilité. Et c'est vrai que encore une fois, dans ce contexte de crise sanitaire, de travail à distance, etc., comme je vous le disais, ces outils qui permettent de mieux collaborer à distance, de communiquer, de garder le contact avec ses collègues deviennent cruciaux. Hein. Moi, j'utilise Slack tous les jours. Enfin, voilà, je ne suis pas tout le temps dessus parce qu'il faut que j'ai des moments évidemment de concentration, mais dès que j'ai une question, etc., eh ben, ça me permet de la poster, de demander aux collègues et de pouvoir avancer de mon côté. Donc vraiment, ce genre d'outil va devenir crucial et en tout cas, Salesforce l'a bien compris. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc oui, en effet, c'est ce que je disais, hein, tous les personnes qui travaillent aujourd'hui dans chaque société vont avoir ce besoin de communiquer. C'est ce que Slack permet de faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez logique hein, comme rachat pour Salesforce. Ils avaient racheté en tout cas... Alors attendez, je me suis perdue dans mon article. Parce que comme Liner fonctionne plus, je peux plus faire mes notes et donc c'est un petit peu le bordel, surtout quand je lis plusieurs articles sur le même sujet, j'ai ajouté le mauvais. Alors attendez, je vais revenir sur le bon article pour vous dire ce qui m'avait semblé intéressant. Voilà, donc à l'origine, Slack, c'était quand même une société de jeux qui s'était lancée en 2009 et qui était devenue donc un compétiteur majeur de Microsoft Teams, que vous connaissez, hein, avec plus de 12 millions d'utilisateurs actifs et une estimation, une valorisation à 25 milliards de dollars. À savoir que, ça je ne le savais pas, le CEO de Slack est en fait aussi le cofondateur, le co-créateur de Flickr. Je ne savais pas du tout. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, Stuart Butterfield est aussi le co-créateur de Flickr et qui s'était vendu à l'époque comme une alternative aux emails. C'est assez intéressant pour mieux gérer la communication intra-office, donc à l'intérieur des bureaux pour les sociétés plutôt à tendance tech. Voilà. Et c'est vrai que Slack s'était développé comme une suite de productivité puisque ils avaient ajouté par la suite, une fois que le chat était fait, ils avaient ajouté notamment la fonctionnalité de pouvoir faire des appels vidéo, de pouvoir héberger des fichiers, ils pouvaient gérer aussi de l'administration tech. Enfin, il y a plein de petites fonctionnalités super malines pour faire appel, par exemple, à des collègues d'une certaine expertise de manière random, etc. Enfin, nous, on utilise plein de petits outils de cette manière-là. Par exemple, en design, quand on a besoin de l'avis d'un designer et qu'on n'a pas envie d'embêter toujours le même, en tout cas quand on n'a pas quelqu'un en tête spécifique, on va utiliser une commande sur Slack qui nous permet de sélectionner au hasard le prochain designer de l'équipe pour lui demander en tout cas son avis. Donc il y a des petites choses quand même assez malines. Voilà.
Et c'est vrai que du coup, avec Salesforce, Salesforce qui est aussi un grand compétiteur de Microsoft, c'est assez logique que du coup, ce soit Salesforce qui fasse le rachat. Microsoft avait passé à l'époque sur le rachat de Slack quand la valorisation était était moindre, mais Salesforce, eux, ont sauté le pas. Je suis désolée, je suis perdue dans mes articles. C'était toujours pas l'article que je voulais. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Je vais réussir à vous faire la news. Peut-être. On va espérer. Et donc voilà, non, j'ai perdu mes infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Donc Slack a été fondé, en tout cas en 2013. Officiellement avec le jeu Glitch, qui lui était daté de 2009, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais en tout cas la société de messagerie Slack a été fondée en 2013. Autre chose intéressante, c'est que c'est pas la première fois que Salesforce essaye de faire une entrée dans cet aspect de communication, puisqu'en 2016, ils avaient déjà racheté Quip, Quip qui permettait justement de partager des documents et avait également un petit chat. Et là, c'est intéressant parce que Slack, c'est la proposition inverse, c'est-à-dire que c'est d'abord un outil de communication qui vous permet également de partager des documents. Donc, c'est un peu l'effet inverse. Et ils avaient également eu une option interne qui s'appelait Chatter, mais qui n'avait jamais réussi à croître, on va dire, ou en tout cas l'usage n'avait jamais réussi à prendre. Et en 2016 également, Salesforce s'était intéressé dans le rachat potentiel de Twitter, mais ils avaient un peu peur aussi de l'aspect controversé, de l'aspect social de la plateforme. Je pense qu'en effet, c'était un petit peu loin du cœur de business de Salesforce, et je trouve que Slack pour le coup est un achat, ou en tout cas un choix stratégique beaucoup plus logique pour Salesforce, qui est une suite de logiciels professionnels. Et donc du coup c'est assez intéressant parce que ça va venir directement en frontal avec Microsoft, sa suite professionnelle, et notamment Microsoft Teams. Voilà, je pense qu'on a vu tout ce qu'on voulait aborder. Alors après, ça reste quand même un sacré enjeu, hein, pour Salesforce, puisque du coup, ils vont rentrer, ils sont vraiment en compétition avec notamment Microsoft, Cisco, Facebook, Google et même Asana ou Monday.com. Hein. Vraiment, on a vraiment pas mal de sociétés maintenant qui sont sur du B2B en termes d'outils professionnels. Ça serait intéressant de voir s'il y en a un qui se démarque, surtout que la force de frappe en tout cas de Microsoft avec sa suite est quand même assez remarquable, et on en avait discuté, hein, les risques pour Slack, ce que ça représentait, etc. En tout cas, bonne nouvelle, j'en sais rien. On pouvait espérer que Slack reste indépendant, et je pense que voilà, l'ère de la petite boîte indépendante, on aimait bien, etc. Mais est-ce que ça permettait à Slack de croître et de continuer à grignoter des parts de marché de manière suffisamment stratégique? Je ne sais pas, je fais pas partie des petits papiers en tout cas de la boîte, mais ça fait assez sens de s'inclure dans une suite logicielle. Ça pourra permettre potentiellement à Slack d'avoir plus de parts de marché. Perso, dans ma boîte, on utilise Teams et Mattermost. D'accord, je ne connais pas du tout Mattermost. Je comprends pas trop ce que veut faire Salesforce avec Slack. Les outils de productivité, ça ne me semble pas vraiment leur cœur de métier. Bah si, ils ont quand même pas mal d'outils professionnels, Salesforce, notamment tout ce qui est marketing, etc., communication avec les clients et tout. Donc pour moi, c'est assez, ça s'inscrit bien dans la stratégie, quoi. À la fois en interne pour la société, comme outil potentiellement à vendre, quoi. Ouais, Moriarty, en effet, Facebook a acheté un éditeur de CRM cette semaine, ouais. Tout à fait. Je regarde un petit peu vos commentaires. Il y en a qui veulent pas changer de plateforme. C'est vrai que c'est toujours galère.
Oula, Facebook, depuis combien de temps j'ai pas ouvert ce réseau social? Oui, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Donc voilà en tout cas pour le rachat de Slack par Salesforce. Voilà, deal super impressionnant, enfin super impressionnant, conséquent à 27,7 milliards de dollars pour Slack et Salesforce. On enchaîne justement, on parlait du compétiteur Microsoft Teams. Qu'est-ce qui se passe avec Microsoft Teams? C'est des petites mises à jour, hein, des petites nouveautés où justement le service de communication aux entreprises se muscle un petit peu avec notamment une nouvelle interface pour passer des appels qui va maintenant montrer les contacts, la messagerie qui va pouvoir vous donner accès aussi à l'historique des appels depuis un seul espace en fait, ça sera rassemblé, donc un meilleur accès en tout cas. Et tout ça dans le but sûrement de pouvoir plus facilement remplacer votre appareil téléphonique de bureau en fait, votre poste téléphonique de bureau, tout simplement pour tout migrer sur le logiciel Microsoft Teams et pouvoir le contrôler ensuite avec n'importe quel téléphone. Notamment, vous allez pouvoir être capable de transférer les appels depuis le mobile entre le mobile et l'ordinateur très bientôt. C'est pas encore disponible, mais c'est dans les cartons. Ils permettront aussi dans le futur de pouvoir changer de localisation en milieu d'appel, hein, que ce soit audio ou vidéo. Alors ça, je ne suis pas sûre de comprendre. Mais potentiellement changer en milieu d'appel, oui, donc je sais pas, non, je sais pas ce que ça veut dire, ça, c'est pas super clair. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, il y a aussi la fonctionnalité de transfert d'appel et de pouvoir le terminer automatiquement. Et ça sera plutôt aux alentours de début 2021. Et il y a aussi la fonctionnalité aussi de pouvoir enregistrer les appels et les réunions sur un choix autre que Microsoft Stream, enfin le service de streaming Microsoft qui est du coup un peu contraignant. Vous allez pouvoir les sauvegarder sur OneDrive ou même SharePoint. Donc ça permettra de plus facilement partager les enregistrements avec des personnes qui ne sont pas potentiellement dans la suite Microsoft, mais pouvoir les partager à l'extérieur de l'organisation Teams en tout cas. Il y a également le support CarPlay qui arrive. Oui, c'est la gestion de la relation client, ouais, tout à fait, Salesforce. Oui, désolé, c'est vrai que je n'ai pas expliqué ce que c'était Salesforce. Merci pour la petite explication. Mais Pascal aussi explique, c'est un outil pour faire le suivi des relations avec les clients. On trace tous les échanges, tout à fait. Donc du coup, pour moi, Slack, ça fait tout à fait sens, quoi. C'est dans la même verticale, quoi. En tout cas, je reviens à Microsoft Teams. Donc, il y a le support pour CarPlay qui va arriver. Du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir contrôler Microsoft Teams, notamment les appels aussi, directement avec Siri ou en tout cas commencer des appels, répondre à des appels directement avec Siri. On n'a pas de nouvelles pour l'instant pour le support sur Android Auto, mais on ne sait jamais, c'est peut-être pour le futur. Voilà, donc vous pensez quoi de Microsoft qui met en place un outil de suivi d'activité et qui indique à quel point on est, oui, avec le score de productivité. Sirtam, je t'encourage à regarder le replay de l'émission d'hier. Il me semble que Jérôme en a déjà parlé hier. Voilà, on va pas en reparler aujourd'hui. Donc n'hésite pas à aller regarder le replay pour ce sujet. Donc voilà en tout cas pour les nouveautés côté Microsoft Teams qui continuent de se muscler. Teams qui permet les appels, c'est pas mal vu qu'on a Softphone et un Teams chez nous, ça permettrait de fusionner tout ça. Oui, Sirtam, en effet, et ça rejoint un peu ce que disait quelqu'un d'autre dans la chatroom tout à l'heure qui disait la multiplication des apps et des outils pour travailler, ça complexifie aussi le travail. Je pense qu'on en est tous conscients et de pouvoir avoir un outil intuitif qui permet de rassembler les fonctionnalités de communication en entreprise, ça peut aider, quoi. Après, on a aussi le cas où on a un outil qui fait un peu tout, mais rien bien, qui est mon cauchemar. J'aurai quelques exemples en tête que je ne divulguerai pas. Mais voilà, quoi. Il faut trouver le juste milieu.
entre un outil qui fait rien de bien et 36 000 outils qui font tout très bien, mais qui te demandent de sauter d'un outil à l'autre, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est une équation un peu difficile à résoudre. On continue en prenant des nouvelles du côté des crypto-monnaies. C'est une petite brève que je voulais partager avec vous parce qu'elle est quand même importante. C'est du côté de Libra, ou devrais-je dire Diem, puisque Libra est mort, mais Diem renaît. Donc en fait, en effet, tout simplement, le projet de crypto-monnaie, l'association suisse, qui s'était montée avec notamment la participation de Facebook, qui avait été peut-être un peu trop médiatisée pour favoriser le succès de l'initiative. Justement, Libra, du coup, a changé de nom pour se renommer en Diem. Alors, les latinistes dans la chatroom auront peut-être tilté sur qu'est-ce que veut dire Diem, puisque c'est un des premiers mots qu'on apprend en latin, ça veut dire jour. Puis bon, je pense que même les non-latinistes savent, avec Carpe Diem, c'est quand même une expression qu'on connaît bien. Donc voilà, c'est le mot jour. Et donc, c'est en effet un nouveau jour pour ce projet de crypto-monnaie, puisqu'ils veulent tourner la page de ce mauvais début, on va dire, où ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis. C'est un peu ce qu'on peut dire du projet, puisque c'est un projet dont on avait entendu parler, ça avait commencé en 2019-2018. J'essaie de voir, je crois que c'était peut-être fin 2018. J'ai plus la date exacte à laquelle on avait commencé à parler du projet Libra. Mais en tout cas, ce qui s'était passé, c'est que Facebook était quand même au cœur du projet et avait eu notamment c'était une association avec 26 autres membres que Facebook qui allaient s'associer ensemble pour ce projet de crypto-monnaie. Et donc les 26 autres membres, en plus de Facebook dans cette association, c'était notamment Uber, Lyft, PayU, Coinbase, qui est une plateforme spécialisée dans l'achat et la vente de crypto-monnaies, Spotify, Shopify, ainsi qu'Iliad, la maison mère de Free. Mais ils avaient vu pas mal de départs suite à la controverse autour du projet justement de crypto-monnaie, incluant Facebook. C'était le départ notamment d'acteurs majeurs du paiement et même un peu plus traditionnels qui auraient rassuré justement sur le projet. C'est PayPal, Visa, Mastercard, Stripe, eBay, Booking et Vodafone. Voilà, donc ils avaient vu le départ de ces boîtes. Et donc du coup, ça avait mis pas mal de bâtons dans les roues dans le début du projet. Les régulateurs étaient très 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 frileux à l'idée d'avoir un projet de crypto-monnaie qui était très médiatisé autour de Facebook. Je pense que c'est vraiment l'erreur qu'ils ont fait. Je pense qu'on en avait parlé à l'époque et on avait parlé de la méfiance autour de Facebook. C'était en tout cas, moi, dans mon souvenir, je me rappelle avoir été m'être dit dans ma tête, oh là 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 là, là, Facebook, ils auraient dû y aller en sous-marin et pas se mettre autant sur le devant de la scène. Avec ce projet d'association suisse qui voulait justement mettre en place cette crypto-monnaie stable. C'était leur enjeu, cette crypto-monnaie plus stable. Voilà, et donc c'est vraiment pour tourner la page sur cette mauvaise presse qu'il y a eu au départ de ce projet pour avancer et espérer avoir plus de faire bouger un petit peu les lignes avec les régulateurs. Qu'est-ce qu'on a aussi comme information? Facebook aussi avait fait leur petit mouvement là-dessus. Donc eux, ils avaient leur propre projet de porte-monnaie numérique qu'ils avaient nommé Calibra. On imagine bien qu'avec leur onglet shopping à la fois dans Instagram et à la fois dans Facebook, ils ont évidemment des projets de monétiser, en tout cas de générer du revenu sur des transactions sur leur plateforme. Aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant le mouvement et le pivot que fait Facebook pour essayer de devenir peut-être de compter un peu moins sur la pub et de trouver d'autres moyens de monétiser leurs services via les achats et les transactions sur Instagram, Facebook, potentiellement Messenger, etc. Et donc du coup, pouvoir avoir un service de porte-monnaie numérique, ça en fait partie. Et eux, ils avaient
nommé en tout cas ce projet de porte-monnaie numérique Calibra à l'époque. Et ben justement, en mai 2020, ils avaient rebaptisé ce projet en Novi, voilà, pour de nouveau essayer d'enlever toute la merde, on va dire, qui avait été générée autour de la presse du lancement du projet pour faire page blanche et redémarrer sur de bonnes bases. Et donc évidemment, c'est une application qui devrait être aussi intégrée à Messenger et WhatsApp. Donc on verra hein, ce qui se passe. En tout cas, la rumeur, c'est le Financial Times qui indique le 27 novembre dernier que Diem pourrait faire ses débuts dès janvier 2021 dans un format très réduit hein, du projet. La devise serait juste adossée au dollar américain pour justement avoir une monnaie stable et pour ne pas subir les fluctuations que subissent les autres crypto-monnaies avec des envolées et des chutes parfois brusques qui du coup peuvent mettre en danger un petit peu la confiance dans la monnaie. Voilà, mais c'est juste vraiment esquisser les contours du projet. En tout cas, il est tout à fait probable que très vite après le lancement de Diem, Facebook pourrait suivre le mouvement en lançant de son côté justement Novi en janvier 2021 ou très vite après en tout cas. Donc on verra, on vous tiendra au courant en tout cas pour l'avancée du projet. Côté France, on avait eu notamment Bruno Le Maire qui avait avancé l'idée de répliquer avec une monnaie, une crypto-monnaie publique, pourquoi pas. Puis avec à l'échelle européenne, en tout cas, il y avait également en novembre 2020 une discussion sur un projet d'un euro numérique. Donc à voir. Il y a une consultation publique qui a été lancée par la Banque Centrale Européenne, en tout cas. On avance sur ce sujet. Je pense que les régulateurs leur ont dit oui, vu qu'en Chine, ça avance très vite. Ah, j'ai pas suivi la discussion. Réserver des noms de domaines en Diem. Pas bête, Bécris. Pas bête. Alors, je lis un petit peu. Trop de crypto, ça perd son intérêt, cette multiplication. On dirait qu'elles servent majoritairement pour spéculer. Bécris, je pense qu'il y a un enjeu de... C'est laquelle de ces cryptos qui va réussir à se démarquer et qui va réussir à avoir une adoption grand public. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, leur usage, ça reste assez niche, quoi. Et juste pour éclaircir, crypto-monnaie n'égale pas blockchain. Blockchain, c'est beaucoup plus large que les crypto-monnaies. On a souvent cette confusion. Oui, la hype gagne beaucoup d'argent facilement avec le Bitcoin et fini. Oui, bah heureusement. Heureusement. Donc voilà. En tout cas, voilà pour les nouvelles du côté de Libra / Diem. Vous êtes à jour maintenant sur le changement de nom. On continue avec une petite news et notamment un hack qui a été communiqué hier pour les iPhones. Ce qui est intéressant, c'est que ce hack était possible sans avoir accès aux devices physiques, et sans demander l'action d'un utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas à cliquer sur un lien, ouvrir ou installer quoi que ce soit. Ça pouvait se faire de manière indépendante sans qu'il en soit averti. Et oui, là on entre un peu dans les films, c'est vrai que ça fait un peu science-fiction, on pensait peut-être que ce genre de hack n'était pas vraiment possible, ou en tout cas relever plus de la fiction que de la réalité. Et en fait, on a un chercheur qui a justement découvert, il a travaillé 6 mois sur ce projet de hack. C'est Yann Beer hein, qui travaille notamment au Google Project Zero, hein, qui est un chercheur en sécurité justement, qui a révélé que jusqu'à mai, il y avait certains iPhones et d'autres appareils iOS qui étaient vulnérables à une attaque avec un accès à distance via Wi-Fi pour être un peu plus précis. Et pour être un peu plus précis là-dessus, ça utilise notamment le protocole Apple Wireless Direct Link, le AWDL, je sais pas comment il le prononce en tout cas.
qui permet de créer des des réseaux mesh pour utiliser des fonctionnalités type AirDrop. Vous savez, vous pouvez être à proximité de votre appareil et transférer tout simplement un fichier à l'ordi. Donc par exemple, moi c'est ce que je fais tous les matins, les matins où je fais le mug, ben, je me prends en photo avec le smartphone et je transfère la photo en AirDrop sur mon ordinateur. Je n'ai pas besoin de brancher un câble ou quoi que ce soit. Ça permet de bénéficier de ce réseau mesh. Il y a également Sidecar qui permet aussi la fonctionnalité Sidecar de second screen où vous pouvez transformer votre iPad en second écran de votre ordinateur et qui du coup utilise aussi ce protocole en tout cas. Et donc c'est via ce protocole qui permet de donner accès à distance qu'il a pu et qui en fait qui fait partie aussi d'une partie critique de l'appareil et qui permet de donner accès à distance à l'appareil, ce qui est quand même assez problématique. Après, à savoir que ça a déjà été patché. Et comme on sait que la mise à jour des appareils iOS se fait relativement de manière fluide et rapide, voilà, il n'y a pas non plus énormément de risques, mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que certes, un chercheur de son côté unique a mis 6 mois pour trouver une vulnérabilité telle, mais qu'est-ce que ça donnerait si c'était une équipe de chercheurs qui était, voilà, plusieurs qui seraient intéressés à faire ça. Voilà, c'est assez, la vulnérabilité était assez impressionnante en tout cas. Vous êtes encore sur le sujet de monnaie. Lance plutôt le gravat. En plus, elle aura la même valeur indexée sur le gravier. Bravo. S'il l'atteint, c'est à la mode, je vais lancer ma crypto Crésus. Ouais, je préfère gravat à Crésus. Donc voilà, en tout cas, c'est assez impressionnant d'avoir eu en tout cas ce genre de hack d'exploitation possible sur les iPhones ou en tout cas les appareils iOS. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il était possible de déclencher à distance le protocole en question, même s'il n'était pas activé au départ. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur l'ampleur de la chose. Non, c'est assez intéressant. Ça montre un petit peu ce qui est possible de faire seul en 6 mois, mais qu'est-ce qui serait possible de faire à plusieurs beaucoup plus rapidement. Voilà, donc à prendre un petit peu de recul et à méditer sur ce point. Donc comme quoi il est très important de mettre à jour vos appareils. Je vous propose d'enchaîner avec la tartine. J'ai même plus les génériques, que j'en oublie les noms des rubriques. Ça devient dramatique, là il faut que je revienne à mes génériques. On enchaîne avec la tartine streaming, quelques petits actus streaming que je voulais vous partager. Et on va commencer notamment avec le sponsor. Merci Samuel. Le timing avec ton message qui arrive dans la chatroom et qui me fait penser que j'allais zapper le sponsor. Donc un grand merci à toi. Et oui, on va parler 2 mots quand même sur notre sponsor que vous connaissez, c'est le Shadow PC, le PC dans le cloud. Donc vous connaissez, on en parle tous les jours. Donc c'est très simple, si vous souhaitez participer au concours qui a lieu chaque semaine, et vous pouvez retenter votre chance chaque semaine si vous n'avez pas encore déjà gagné, il suffit de participer sur Twitter. Vous avez toutes les modalités de participation, soit dans le message de la chatroom, soit dans la présentation de l'émission. Donc rendez-vous là pour savoir comment ça se passe. Je vous dis, c'est très très simple. Et le tirage au sort se fait tous les vendredis et vous aurez à la clé 1 mois gratuit de Shadow PC pour tester en conditions réelles comment ça fonctionne chez vous et si vous êtes convaincu. Voilà. On continue avec du coup le premier article tech sur le streaming et on a parlé des stories la semaine dernière qui faisaient leur arrivée sur Twitter avec les Twitter Fleets, mais cette semaine, ça a une nouvelle plateforme qui déballe ses propres stories.
On n'en peut plus là, on ne fait que parler des stories, mais c'est assez intéressant et cette fois-ci c'est Spotify. Spotify qui a dévoilé sa fonctionnalité. Donc aujourd'hui vous pouvez la trouver notamment sur certaines playlists disponibles, notamment la playlist de Noël qui s'appelle Christmas Hits. Vous pouvez la retrouver, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, voilà, avec l'iPad. Alors vous avez trop de luminosité, donc je vais vous baisser la luminosité pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà, donc là vous voyez, il y a 3 screenshots d'écran d'iPhone. Donc celui du milieu, c'est la playlist Christmas Hits. Et donc vous pouvez voir qu'au-dessus du titre, vous avez une petite miniature, un cercle, vraiment comme la preview des stories sur les autres plateformes. Et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir charger les petites vidéos, les petits clips que vous voyez dans la story, que vous voyez à droite et à gauche de l'écran principal. Voilà, et donc c'est vraiment, ça reprend vraiment les fonctionnalités de base que vous connaissez déjà des stories. Alors il y en a qui posent la question, Spotify, le rapport, mais pourquoi Spotify sort des stories? Et bien, tout simplement, c'est pour ça que je vous encourage à aller tester la fonctionnalité sur une des playlists, la playlist Christmas Hits, et tout simplement, chaque clip vous partage le souvenir d'un artiste sur son titre de Noël favori ou pourquoi il a composé un titre de Noël qui figure dans la playlist, etc. Donc je trouve ça super sympa. Encore une fois, ça permet de connecter les artistes avec leurs fans et de donner une perspective nouvelle au titre que vous écoutez. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, après, moi, c'était pas forcément des titres ou des artistes que je suis, mais bon, par exemple, là, vous aviez Gwen Stefani, vous aviez Kelly Clarkson, vous aviez le compositeur de Santa Baby, je veux dire, un titre que tout le monde connaît. Donc, vous voyez le vieux monsieur qui parle du titre qu'il a composé, donc, enfin, c'est super touchant. Et je trouve ça chouette de mettre en lumière les artistes voilà, sur les titres que vous écoutez, et ça crée vraiment un lien, je trouve, et je pense que c'est ce qui manquait un petit peu à Spotify. Ils avaient notamment proposé déjà des choses pour mettre en avant le lien entre les artistes et leurs fans, mais je trouve que les stories là fonctionnent plutôt bien. Là, alors évidemment, ils sont aidés par la présence de stars. Comment ils vont rendre l'outil plus accessible de manière indépendante à chaque star qui pourra générer ses propres stories sur la plateforme? À voir. Je ne sais pas si c'est déjà en place du tout, mais c'est quoi l'intérêt d'intégrer des stories vidéo sur une plateforme de streaming audio? Fabrice, oui, alors je pense que c'est la difficulté, tu mets le doigt sur la difficulté de Spotify. C'est la première chose que moi je me suis dite, c'est en fait je regarde pas Spotify. Je l'utilise en mode passif, c'est-à-dire que j'ai mes playlists où je crée des playlists, donc là c'est moins passif, mais une fois que j'ai créé mes playlists, voilà, j'ai une playlist pour mon jogging, j'ai une playlist pour être concentrée au boulot avec de la musique classique, j'ai une playlist avec mes morceaux rock préférés, etc. Et en fait, tout ça c'est déjà disponible, et donc quand j'ouvre l'application, c'est une des applications que j'utilise le plus souvent, mais sur laquelle je suis la moins souvent. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que je lance la playlist, je n'y retourne plus. Voilà, j'utilise le contrôle de mon iPhone pour soit passer le titre, soit mettre en pause ou faire play. Et donc du coup, je ne reste pas à regarder du contenu sur la plateforme. Donc je pense que c'est une des difficultés peut-être de Spotify, comparé à YouTube qui a aussi ce mode passif, mais qui est quand même une plateforme vidéo avec l'ADN, quoi, par définition. Mais là où je trouve quand même ça quand même intéressant, c'est typiquement dans le cas où il y a un nouvel album qui sort d'un de mes artistes préférés, où j'ai entendu parler d'un album d'un artiste montant que je voulais suivre, et donc du coup je vais aller chercher son album pour pouvoir l'écouter, le découvrir. S'il y a une story dessus qui va me guider à travers la signification de certains titres, etc., ou donner du contexte autour de la création de l'album, je vais regarder ces stories. Et potentiellement, voilà, ça va me créer un lien un peu plus fort avec l'artiste. J'aurai plus de contexte. Donc pourquoi pas, en termes de communication artiste-fan, je trouve ça assez intéressant. Autre chose que j'ai vue ce matin, c'est que vous avez la fameuse rétrospective annuelle de vos titres les plus écoutés de l'année. Ça y est, elle est disponible. Et pourquoi je vous en parle? Hop!
c'est que tout simplement, elle se fait sous forme de story. Hop, j'ai découvert ce matin parce que justement, je regardais le... voilà, donc là, vous voyez, vous avez la homepage de mon application Spotify sur iPad. Et lorsque vous cliquez sur... donc, j'aurais dû... Ouais. Lorsque vous cliquez sur la rétrospective, ça va vous faire le point sur les artistes que vous avez le plus écoutés en format story. Tout en haut, vous voyez, vous avez bien le format story qui est présenté. Et donc là, vous voyez un petit peu les titres que j'ai le plus écoutés de l'année, avec notamment, je crois que c'est Muramasa, que j'ai pas mal écouté, donc vous pouvez accélérer. Les différents genres, il y a beaucoup de classiques, puisque je travaille avec du classique. Donc voilà, un titre qui m'a aidé à surmonter l'année. C'est pas hyper positif par contre, j'ai trouvé le ton du récapitulatif de cette année, mais je pense qu'il voulait faire attention avec justement la pandémie. Et donc voilà, ça met en avant les titres les plus écoutés. Donc là, vous en avez d'autres. Là, vous avez mon classement, par exemple. Voilà, Vampire Weekend, The Killers. Et donc là, ça vous met le lien vers votre playlist des titres les plus écoutés de 2020. Voilà, donc les podcasts les plus écoutés. Et voilà, donc j'ai écouté 446 artistes différents cette année, avec en top numéro 1 Glass Animals, dont j'adore le dernier album et que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Le dernier album des Strokes que j'adore aussi. Voilà, avec Georgia, que j'avais eu la chance de voir en concert avant le confinement. Voilà. Et donc, du coup, je trouve que ce format story fonctionne plutôt bien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu as une playlist publique. J'en ai plusieurs, Hélène Sarr. Si vous voulez, je peux faire je vais regarder ce qu'il y a dans ma playlist 2020. D'abord, avant de vous la partager, puis je verrai si je peux la mettre publique. Comment tu accèdes à cette fonctionnalité? Alors en tout cas, la fonctionnalité récap de l'année, elle est vraiment sur la homepage de l'application. C'est la première chose que j'ai vue en ouvrant l'application. Et sinon, les stories et les autres types de stories, c'est en allant sur la playlist. Voilà, quand vous cherchez une playlist, etc., vous l'avez potentiellement. Donc là, si vous allez chercher Christmas Hits, vous allez voir justement story. Donc là, je peux vous montrer Christmas Hits. Voilà. Donc j'ai tapé Christmas. Et c'est la première en haut. Et là, je ne vois pas la story sur iPad. Mais je l'avais vue sur iPhone, puisque je l'ai regardé hier. Mais fail sur iPad en tout cas. Je pense que ça arrivera très vite. Il faut se dire que l'usage principal, c'est quand même sur un appareil mobile, quoi. Pour le récap de l'année, oui, mais j'aimais bien le site avec les slides l'année dernière. Oui, mais je pense qu'en termes de pratique, ça a peut-être moins de succès. Et puis à la fin, en termes d'usage, à la fin, vous êtes encouragé à partager justement votre top artiste, ou je ne sais plus si c'est le top artiste ou top titre ou top album, je ne sais plus, mais vous êtes encouragé à le partager aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on voyait un peu chaque année, au moment du récapitulatif de l'année, tout le monde partageait ses titres les plus écoutés. Pas dispo sur Android, on dirait. Oui, je pense que ça vient juste d'arriver, hein, donc ils sont peut-être en test aussi, hein. Voilà en tout cas pour Spotify. Moi, je pense que c'est assez intéressant. C'est un format, en tout cas, de la manière dont ils l'ont proposé, c'est un format assez intéressant. Et ça peut générer voilà, un nouvel intérêt sur des playlists. C'est vraiment de la communication, hein. C'est vraiment un outil de communication pour les artistes, pour Spotify, pour les artistes aux fans. Voilà, c'est rien d'autre, quoi. Donc voilà, je vous propose de continuer, parce que je vais faire ça comme une brève quand même, avec notamment, donc il est 8h54, on va accélérer un petit peu. Je ne vais pas entrer dans le détail là-dessus, mais un fait que j'avais trouvé, un article que j'avais trouvé super intéressant et que je vous ai partagé. Je ne sais pas si je l'ai partagé, je vais le faire maintenant.
hop, au cas où s'il n'y était pas, un article que j'ai partagé dans le Flipboard Naotech, c'est une étude sur l'empreinte carbone réelle du streaming. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a eu pas mal de critiques dans différents journaux sur l'impact du streaming sur la consommation et l'impact environnemental, etc. Et je pense que c'est tout à fait sain qu'on se pose ce genre de questions. Je pense que voilà, l'environnement, on se sent tous concernés. En tout cas, c'est un sujet pour lequel on devrait tous se sentir concernés. Donc, c'est bien qu'on ait ce genre de discussion. Mais on peut aussi avoir des fausses hypothèses ou des fausses idées sur la consommation ou l'impact réel du streaming sur l'empreinte carbone. Enfin, avec l'empreinte carbone et sur l'impact environnemental. Et donc là, c'est un article qui justement essaye de démonter un petit peu les idées qu'on peut avoir sur l'impact environnemental. S'ils veulent innover, Spotify devrait mettre comme option de retirer les comptines en fond des algorithmes, car quand on écoute du rock ou du classique et qu'on met des comptines de temps en temps à nos gamins et que du coup Spotify te suggère chaque semaine René la top, c'est chiant. Ah là là, mais vis ma vie de merde de parents quoi. C'est un peu ça quoi. C'est excellent. Merci pour le retour d'expérience JPG. C'est bon ça. Oui, Wrodka, justement, l'article parle du rapport de Shift Project et le démonte un peu, pour être honnête, notamment il y a plusieurs choses où... alors, le Shift Project avait fait une erreur dans son premier rapport où ils avaient confondu mégabit et mégabyte, qui n'est pas la même chose. Après, ils avaient corrigé ça, mais ils avaient quand même gardé des mauvaises données ou des données trop vieilles de référence sur la consommation, ce qui est du coup pas du tout d'actualité. Et ce qui est intéressant, donc il y a plusieurs choses à prendre en compte sur cet impact carbone, mais je ne veux pas m'étendre dessus, je vous encourage vraiment à lire l'article, il est vraiment très intéressant et il vous met tous les liens, donc à la rigueur, moi je ne suis pas une experte sur le sujet, mais en tout cas il a l'air poussé. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, il vous donnera des éléments de réflexion. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que l'impact, évidemment, sera radicalement différent en fonction de l'appareil que vous utilisez pour consommer. Parce que, par exemple, Shift Project, ou je ne sais plus quel organisme, se basait uniquement sur les appareils mobiles ou ordinateurs. Mais en fait, 70% du streaming sur Netflix se fait sur des télés. Et des télés sont beaucoup plus consommatrices d'énergie, d'électricité, que des appareils mobiles ou des ordinateurs. Donc, du coup, ça n'a pas, là, pour le coup, c'est plus d'impact sur l'environnement. Mais de l'autre côté, l'optimisation de la consommation des data centers, etc., fait que finalement, année après année, même si la croissance du streaming continue, la consommation du streaming continue, et bien finalement, l'impact environnemental, lui, reste plutôt flat ou aurait tendance peut-être à diminuer. Donc c'est assez intéressant. Enfin, là, je vous résume vraiment dans des grosses lignes. Mais l'article est super intéressant. Il y a aussi la manière de produire l'électricité dans chaque pays. En effet, en France, par exemple, il donne l'exemple de la France, on a une manière de générer l'électricité qui est plutôt propre comparée à d'autres pays. Et donc, du coup, l'impact sur l'environnement n'est pas du tout comparable. Par exemple, comparer 30 minutes de Netflix, ça serait il disait, 100 mètres en voiture équivaut à 30 minutes de Netflix, alors que dans d'autres pays, ça représenterait beaucoup plus. Donc c'est assez intéressant aussi. Donc je vous encourage, pour ceux qui sont curieux justement pour être mieux informés sur l'impact et l'empreinte surtout carbone du streaming, d'aller lire cet article qui vous donne du coup une perspective assez globale. Donc, à mettre en perspective différents projets, notamment The Shift Project, qui met en perspective un petit peu leur rapport. Voilà, donc il parle des déchets, Bécris.
il parle des déchets. Alors, je ne suis pas en train de dire que le rapport est parfait, mais en tout cas, il a l'air plus complet que The Shift Project. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas une experte, mais pour ceux que ça intéresse, je vous redirige vers l'article. Écoutez, je voulais terminer pour revenir sur une news assez intéressante qui montre vraiment un changement de perspective chez Hollywood. C'est la sortie de Wonder Woman 1984 sur HBO Max pour Noël. Très intéressant, il sort aussi en 4K, premier film à sortir en 4K sur la plateforme HBO Max, qui est un petit peu en retard par rapport à d'autres plateformes de streaming. Et voilà, et donc ça va sortir le 25 décembre prochain, pile poil pour les vacances de Noël, et ça montre encore une fois l'impact que la pandémie, ou en tout cas la situation sanitaire, a comme impact sur Hollywood et la production et la sortie des programmes. C'est assez intéressant. On a eu notamment Jason Kilar, le Chief Executive Officer de HBO Max, qui a évoqué notamment The Wizard of Oz, le magicien d'Oz, pour dire on n'est plus au Kansas, pour montrer le changement technologique qui est en train d'être opéré à Hollywood, sur le fait que envisager uniquement une sortie en salle et attendre 90 jours pour la sortie sur des plateformes de streaming n'est plus forcément viable dans le contexte actuel. Et ça a été prouvé notamment avec le blockbuster Tenet, qui a fait un flop, le dernier film de Christopher Nolan, il me semble, hein, j'ai peur de dire une connerie là, mais il me semble que c'est Christopher Nolan, Tenet. N'hésitez pas à me corriger dans la chatroom, j'ai dit ça de mémoire, mais voilà, qui a eu, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver l'information, aux alentours de 50 millions d'entrées. Est-ce que je vais retrouver les chiffres? Parce que l'article est quand même assez long et je ne vais pas retrouver. Tenet, voilà. Oui, c'est ça, Christopher Nolan. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est justement, ils l'ont repoussé plusieurs fois pour faire une sortie en bonne et due forme dans les cinémas américains. Et donc, il faut garder en plus que c'était cet été, donc une fois que 68% des cinémas avaient été autorisés à réouvrir aux États-Unis. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que par contre, les cinémas étaient restés fermés dans deux des plus gros marchés aux États-Unis, c'était New York et Los Angeles. Et le film a au total accumulé 56 millions de dollars pour les entrées aux États-Unis seulement, ce qui est quand même très très loin du score qui avait été réalisé avec notamment Interstellar, qui avait lui rassemblé 188 millions de dollars aux États-Unis. Donc on voit un petit peu l'impact. Alors là, encore une fois, hein, il y a le contexte de la pandémie, de la crise sanitaire, évidemment, qui permet de mettre en perspective ces nombres, mais du coup qui montre aussi qu'on ne peut pas forcément juste se limiter avec une stratégie de sortie en salle aujourd'hui, au risque de nuire aux programmes et aux films produits. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est que il y aura peut-être le fait qu'on va moins compter sur l'effet blockbuster, marketing, sortie en salle, etc., qui est quand même un terrain favorable particulièrement pour les blockbusters, c'est ce que je disais, va potentiellement shifter l'équilibre de production des programmes vers peut-être plus de production moins blockbuster, peut-être plus petite échelle, plus indépendant, j'en sais rien, hein, je prends peut-être mes rêves pour de la réalité, mais pour ceux qui en ont ras-le-bol, j'allais utiliser une autre expression, ras-le-bol des super-héros et compagnie, potentiellement le fait de migrer vers plus de consommation streaming va revenir sur peut-être plus un cinéma humble, indépendant, d'auteur, j'en sais rien, mais voilà, potentiellement, hein, à voir, à prendre avec des pincettes, on a, je pense pas encore assez de recul là-dessus.
En tout cas, je pense que c'est super intéressant comme mouvement. L'article du New York Times que je vous ai mis dans Flipboard est super, super intéressant justement pour décortiquer le mouvement mis en place à Hollywood où les studios ont conclu des deals avec les chaînes de cinéma aux États-Unis pour réduire la fenêtre de sortie en salle à potentiellement 16 jours. C'était le cas j'ai plus la, le nom de la chaîne en tête, à 17 jours. C'est entre Universal et les théâtres AMC, les cinémas AMC, qui ont conclu justement une fenêtre de sortie en salle exclusive pendant 17 jours, qui est quand même loin des 90 jours d'origine. Donc là, encore une fois, c'est assez intéressant. Il y a eu également Universal qui a également signé un autre deal avec Cinemark, la troisième chaîne de cinéma en Amérique du Nord, qui a permis, et Cineplex, qui a permis également d'avoir une fenêtre de cinéma exclusive de 31 jours. Donc là aussi, on réduit largement la fenêtre. Pour certains films, pour les films qui ont notamment engrangé 50 millions de dollars en tickets de cinéma. Donc c'est pour prolonger notamment l'engouement et l'effet de succès sur ces films. Donc intéressant hein, comme mouvement qui est en train d'être opéré à Hollywood. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vais pas faire de FAQ ce matin, donc si vous avez des questions sur ce sujet, on peut en parler un petit peu. Luc Besson dit depuis longtemps qu'un jour le cinéma ça sera aux alentours de 40-50 euros la place et pour des gros blockbusters et ce sera une sortie moins régulière mais avec une meilleure expérience. Potentiellement oui, on peut potentiellement s'orienter vers ce type de modèle. Un peu comme concert-théâtre. Ouais, c'est intéressant. Oui, et de Vautrin, ton commentaire, c'est la première remarque que je me suis faite dans ma tête. Après, Tenet n'était pas ouf. Donc quand j'ai lu l'article, je me suis dit, est-ce que le film a fait un flop parce qu'il était nul ou est-ce qu'il a fait un flop à cause de la crise sanitaire? Je pense qu'il y a un peu des deux. Après, moi, j'ai pas vu le film, donc je suis incapable de juger, mais j'ai vu pas mal de retours sur le film et c'était pas très positif. Mais après, moi, j'ai pas vu le film. Donc on se base sur quoi? Le nombre de nouveaux abonnements? Oui, c'est ce que dit un petit peu les studios de production, c'est qu'aujourd'hui on peut plus, pour mesurer le succès d'une sortie de film, on peut plus compter uniquement sur le nombre de tickets vendus en salle, mais également sur le nombre de streams. Alors pas le nombre de streams, pardon, mais sur le nombre de nouveaux abonnés attirés sur une plateforme. C'est intéressant hein, comme perspective. On en a discuté aussi l'année dernière. La semaine dernière avec Mulan qui demandait à payer environ 30 dollars de plus, enfin 29,99 dollars de plus pour avoir accès en exclusivité au nouveau film Mulan sur la plateforme Disney+. Bon après il y a eu une controverse autour du film Mulan et les lieux de tournage. C'est autre chose. Mais en tout cas il y a d'autres modèles qui émergent. Et donc potentiellement attirer le nombre de nouveaux utilisateurs sur la plateforme à la sortie d'un film. Donc je lis un petit peu vos commentaires. Vous faites des petites blagues là dans les commentaires. Certains films sont d'abord sortis en télé comme Péri-Jeune. Ouais, Mimic, je pense aussi qu'il y a une stigmatisation des direct to DVD ou direct to streaming, je pense que, ou direct to télé. Il y a une stigmatisation. Hein, généralement, quand un film ne passe pas par une sortie théâtre, c'est qu'il est nul. Enfin, une sortie cinéma, c'est que bon, c'est un film petit budget et pas forcément super bon, parce que même si c'est un film petit budget, mais qu'il est bon, bah, il sera acheté par un distributeur qui va l'aider justement à sortir en salle et lui apporter plus de visibilité. Enfin, voilà, il y a toute une mécanique qui va potentiellement être un petit peu changée là-dessus. Donc, ça sera intéressant à suivre. Et c'est vrai qu'on a quand même cette
idée que si un film ne sort pas au cinéma, ben forcément, il ne vaut pas forcément le coup d'être regardé. Je pense qu'on est en train de changer là-dessus. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est mon avis super personnel. C'est exactement ça, Olek. Les direct to DVD, c'est quand même les producteurs, ils croyaient pas, quoi. Tout à fait. Ils n'avaient pas réussi à trouver de distributeurs suffisamment convaincus pour aider à distribuer le film en salle. Je lis un petit peu vos commentaires. C'est pas nul, c'est que les gens, Tenet, c'est pas nul, c'est que les gens n'ont pas compris. Et ça se lit dans les deux sens. Le film peut aussi se regarder dans les deux sens. Oui, oui. Electribe, je pense pas que c'est juste lié à la mauvaise compréhension, mais à voir, hein. Encore une fois, moi, j'ai pas vu le film, donc je suis pas capable de juger. Mais ce que j'avais vu, c'est que Tenet se voulait intellectuel et en fait, n'était pas si intellectuel que ça. Bref, à voir. Mais les critiques étaient assez rigolotes. Oui, Mulan s'est planté sur Disney+. Asian Square, on n'a pas, les nombres n'ont pas été communiqués. Alors je pense qu'on peut spéculer que si les nombres n'ont pas été communiqués, c'est que c'est pas forcément génial. Mais encore une fois, il y a eu pas mal de controverses autour de Mulan. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réorganisation de Disney qui place Disney+, leur plateforme de streaming, vraiment au cœur des enjeux de la stratégie de Disney. Donc, tu vois, les stratégies streaming sont très très importantes chez Disney. Je ne tirerai pas une croix là-dessus, hein. Donc, encore une fois, attention, hein. C'est pas parce que les premiers essais sont plantés, entre guillemets, encore une fois, j'ai pas vu de chiffres très communiqués là-dessus, que ça ne veut pas dire que Disney n'est pas prêt encore à investir, hein. En tout cas, c'est le cas vu la réorganisation qu'ils ont opérée chez Disney pour mettre le streaming au centre. Donc voilà. Comment on sait qu'un film s'est planté sur un service de streaming? Bah, le nombre de vues. Le nombre de vues ou le nombre de personnes qui ont souscrit ou pas au service pour la sortie du film. Donc, ce soir, soirée payante pour rentabiliser mon achat du film. Voilà, en tout cas, c'est encore une discussion qu'on risque d'avoir dans les mois qui viennent. Je pense qu'il y aura un changement majeur dans l'industrie du cinéma et ça sera intéressant de voir un peu les impacts. Là-dessus, il est 9h11. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, en tout cas, c'est le cas. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie à discuter de l'ActuTech ensemble. Je vous invite à retrouver le mug demain matin à 8h, la même heure, en compagnie de Guillaume. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!